Enzo Anselmo Ferrari est né dans des circonstances assez mystérieuses, car personne ne connaît sa date exacte. Officiellement, la date de naissance d'Enzo Ferrari est le 20 février 1898, bien que, selon Enzo lui-même, il soit né à Modène 2 jours plus tôt, soit le 18. Cette divergence serait due à de fortes chutes de neige, qui n'auraient pas permis aux parents de se rendre à la mairie à temps pour déclarer le nouveau-né. Le père de Ferrari possédait alors un atelier qui servait d'ailleurs de logement à la famille Ferrari. Enzo, ses parents et son frère Alfredino vivaient juste au-dessus de l'atelier. Dans son livre autobiographique « Mes joies terribles », Ferrari raconte que toute sa jeunesse s'est déroulée au son des marteaux, au son desquels lui et sa famille se réveillaient et s'endormaient. C'est là qu'Enzo découvre le métal et apprend à le travailler. Malgré cela, le jeune Enzo ne rêve pas d'une carrière de conducteur de locomotive. Il aspire à une vie belle et colorée, et c'est peut-être pour cela qu'il se voit devenir ténor d'opéra ou journaliste sportif. Ferrari doit immédiatement abandonner son premier rêve, car il est sourd et muet. Son chant est puissant, mais très faux. Quant à son deuxième rêve et à sa réalisation, le jeune homme a plus de chance. L'événement le plus marquant de sa carrière journalistique est la publication d'un reportage sur un match de football, publié dans le principal journal sportif italien. Cet événement a peut-être incité Enzo à réaliser son troisième rêve, devenir pilote de course. Le petit Ferrari a vu la course automobile pour la première fois à l'âge de 10 ans à Bologne, et il en est devenu tout simplement obsédé. Ses idoles étaient Félix Nazaro et Vincenzo Lancia. Cependant, il n'était pas facile pour un garçon issu d'une famille italienne modeste et peu aisé de réaliser un tel rêve. Bien que le père de Ferrari partageait la passion de son fils, il souhaitait néanmoins un destin différent pour son enfant. Il pensait qu'Enzo était fait pour devenir ingénieur. Enzo n'aimait pas les études, et pourquoi un futur pilote aurait-il besoin d'une formation universitaire? D'ailleurs, très bientôt, le jeune homme se débarrassera de la science ennuyeuse à l'école en raison de la mort de son père d'une pneumonie et du départ de la vie de son frère. À cette époque, la Première Guerre mondiale battait déjà son plein. Ayant atteint l'âge de la conscription, Enzo Ferrari fut appelé sous les drapeaux, où il était destiné à devenir tireur de montagne, ce qui fut la première étape vers sa gloire future et sa grande carrière. Le rêve de Ferrari se réalisa en partie, puisqu'il fut affecté à la surveillance et à l'entretien des transports. Après sa démobilisation, le jeune Ferrari savait déjà clairement ce qu'il ferait plus tard et ce qui comptait le plus pour lui, les voitures. Sans aucune formation, muni seulement d'une lettre de recommandation signée par le commandant de l'unité, Enzo Ferrari se rendit à Turin durant l'hiver 1918 pour trouver un emploi à l'usine Fiat. Cependant, à son arrivée, le rêve du jeune homme fut brisé par une visite au bureau de l'ingénieur Diego Soria. La réponse, bien que polie, offensa Ferrari. Diego lui dit quelque chose comme « L'entreprise Fiat n'est pas un lieu pour les soldats démobilisés. Nous ne pouvons pas embaucher n'importe qui. » Tel un chien abandonné, Enzo s'enfonça dans la froide rue hivernale et s'assit sur un banc du parc Valentino, se sentant seul et indésirable. Personne au monde ne pouvait le soutenir ni le conseiller. Son frère et son père malheureusement avaient quitté ce monde. Cependant, le jeune ancien soldat eut la force de se reprendre et de trouver une occupation. Il décrocha un emploi de pilote d'essai à Turin, puis un poste similaire à Milan, dans une entreprise inconnue CMN, Costruzioni Meccaniche Nazionali. Enzo Ferrari se montra positif, ce qui lui permit de se débarrasser du préfixe essai dans le nom de son travail, devenant ainsi le pilote de course à part entière dont il rêvait tant. Les débuts sportifs d'Enzo Ferrari eurent lieu en 1919 sur le circuit de Parme-Berceto, après quoi à la Targa Florio, il réussit à décrocher sa première place, certes non primée, mais néanmoins une honorable 9e place. Ferrari lui-même se souvient ainsi. Alors que ma voiture approchait de Campo Felice, suivie de 2 autres, 3 carabiniers ont bloqué la route. Lorsque nous avons demandé ce qui se passait, ils nous ont répondu que nous devions attendre que le président ait terminé son discours. Au coin de la rue, une foule était déjà visible, écoutant le discours de Vittorio Emanuele Orlando. Nous avons tenté en vain de protester, mais le discours n'a pas pris fin. Nous avons finalement obtenu l'autorisation de poursuivre la course et avons pris place à la queue du cortège présidentiel, le suivant sur plusieurs kilomètres. À notre grande surprise, personne ne nous attendait à l'arrivée. Tous les spectateurs et les chronométreurs étaient partis pour Palerme par le dernier train. Un carabinier armé d'un réveil à noter l'heure, arrondi à la minute supérieure. En 1920, Ferrari quitta CMN pour rejoindre Alfa Romeo. Son rêve de devenir un véritable pilote se réalisa, mais il fut remplacé par un autre. Enzo rêvait désormais de fonder sa propre écurie, composée exclusivement de pilotes italiens. Comme tous les rêves d'Enzo, celui-ci se réalisa et dès 1929, une nouvelle écurie apparut à Modène, la Scuderia Ferrari, qui signifie écurie Ferrari en italien. L'écurie rend hommage aux chevaux de l'armée qui s'occupaient autrefois du pilote de course à succès Enzo Ferrari. La nouvelle écurie est toujours gérée par Alfa Romeo, et son fondateur lui-même occupe le poste d'entraîneur-joueur. La fin de la carrière d'Enzo Ferrari est due,
comme il l'a lui-même déclaré, à des circonstances familiales. Enzo se maria et 2 ans plus tard, devint père d'un fils Alfredo. Ferrari courut jusqu'en 1932, prenant le départ à 47 reprises et remportant 13 victoires. Statistiquement, Enzo peut difficilement être qualifié de pilote légendaire au palmarès exceptionnel. En général, sa passion n'était pas tant la course automobile que les voitures elles-mêmes, que Ferrari rêvait de construire lui-même. Il était impossible de devenir designer sans un diplôme d'études secondaires complet, mais son manque de connaissances était compensé par son talent oratoire et sa capacité à s'entourer d'ingénieurs de renom. Le premier à rejoindre les rangs d'Enzo Ferrari fut le designer de Fiat, Vittorio Jano, créateur de l'Alfa Romeo P2, modèle de course mondialement connu et maintes fois primé sur les circuits européens. L'origine du célèbre emblème Ferrari n'est pas entièrement connue, comme c'est le cas pour une grande partie de la vie d'Enzo. Le créateur de l'écurie lui-même a déclaré à ce sujet: « L'étalon cabré de l'emblème de la société Ferrari a été emprunté à Francesco Baracca, un pilote italien héroïquement décédé, sur le fuselage d'un avion de chasse sur lequel il était représenté. Après plusieurs années d'existence de la Scuderia, j'ai eu l'occasion de me présenter au père du pilote décédé, Enrico Baracca. Quelque temps plus tard, j'ai également rencontré la mère de Francesco Baracca. Un jour, en discutant avec elle, elle m'a demandé si j'avais une voiture et pourquoi il n'y avait pas de plaque commémorative dessus. C'est alors qu'on m'a proposé de décorer ma voiture avec un emblème représentant un étalon cabré. Cela te portera chance, a-t-elle dit, et j'ai accepté. » Francesco Baracca est considéré comme un as du pilotage. Baracca est devenu le pilote italien le plus titré de la Première Guerre mondiale. L'emblème a été légèrement modifié. Enzo Ferrari a placé un cheval cabré sur un bouclier triangulaire doré, couleur des armoiries de Modène, sur lequel figuraient les lettres SF en bas, et le drapeau italien en haut. La première voiture à cheval apparut en 1932. Après la guerre, elle devint rectangulaire, avec en dessous l'inscription stylisée « Ferrari ». Au fil des décennies, le logo Ferrari est devenu célèbre dans le monde entier et est resté pratiquement inchangé. En 1939, après avoir acheté un terrain près de Maranello, Enzo commença à construire sa propre usine, Autoavia Construzione, qui se spécialiserait non seulement dans la production de voitures, mais aussi de moteurs d'avions. En 1940, Ferrari enregistre sa société, mais à l'époque, la guerre était déjà en cours et les voitures de sport intéressaient le moins l'humanité. En 1944, une catastrophe se produisit, l'usine fut bombardée et presque entièrement détruite. Il fallut 2 ans pour reconstruire l'entreprise, et en 1946, la production était entièrement rétablie. La première voiture à sortir des chaînes de montage quitta l'usine en 1947. Il s'agissait de la première Ferrari au monde, baptisée Ferrari 125. La même année, malgré des essais insuffisants et l'imperfection de sa création, Enzo engagea 2 voitures pour la course de plaisance. Les nouvelles voitures devaient être pilotées par les pilotes Farino et Franco Cortese, dont les candidatures furent sélectionnées par Ferrari lui-même. Cependant, le projet ne se réalisa pas. Farino eut un accident lors des essais, et Franco ne s'éloigna pas du départ, ce qui ne put qu'engendrer la colère d'Enzo. Après cet échec, le patron décida de changer de pilote. Le 16 mai 1948, l'émigré russe Igor Troubetskoy prit le volant d'une voiture de sport et s'écrasa à son tour lors du Grand Prix de Monaco, après quoi il quitta l'écurie. La première Ferrari était indirectement liée au dictateur Benito Mussolini, dont les petits-enfants sont encore en vie aujourd'hui. La Tipo 125, présentée en 1947, fut assemblée dans une usine de Maranello financée par Mussolini pour la production d'équipements militaires. Pour ses mérites exceptionnels, Benito Mussolini décerna même à Ferrari un ordre et le titre de Commendator, commandant, dans notre langue. Dès lors, ses subordonnés appelèrent leur chef ainsi. Ferrari était un dirigeant plutôt cruel et les adieux de chacun des pilotes qui lui avaient apporté la gloire furent accompagnés d'un scandale retentissant. Niki Lauda, Phil Hill et Jody Scheckter tous ont travaillé pour Ferrari et ont quitté le même jour après de graves disputes. Tout cela parce qu'Enzo ne pardonnait pas les erreurs des autres, ne supportait pas le concept de facteur humain et aimait ses voitures comme ses propres enfants. Il disait « Mes amis sont les voitures, je n'ai confiance qu'en elles ». Jackie Hicks, un célèbre pilote qui a également évolué sous la marque Ferrari, a déclaré à propos du Commendator « C'est ainsi que tout le monde appelait leur patron. Le plus important pour Enzo, c'est la victoire d'une de ses voitures. Qui est au volant et comment il se sent, cela ne l'intéressait pratiquement pas. Enzo Ferrari était intraitable et obstiné, et il recrutait des gens comme lui. Il recherchait des personnes qui seraient des patriotes de leur entreprise. En 1956, le président italien Giovanni Gronchi demanda à Enzo « Est-il vrai que tu passes jour et nuit dans tes écuries ?» Ce à quoi Ferrari répondit « Quand tu travailles sans te reposer, tu ne penses pas à la mort. » Mais le temps est irréversible, et quelque temps plus tard, son fils bien-aimé Alfredo décède d'une néphrite chronique. Ayant perdu son fils Dino,
Ferrari devint asocial, apparaissait rarement aux événements et ne regardait les courses qu'à la télévision. Alfredo Ferrari souffrait de dystrophie musculaire depuis sa naissance. Arrivé à Maranello avec son père, le garçon rêvait de construire des moteurs, admirait les unités et les boîtes incompréhensibles, mais il ne pouvait pas toucher à l'héritage de son père. Dino mourut à l'âge de 23 ans en 1956. Le lendemain, Peter Collins remporta le Grand Prix de France avec un brassard de deuil et le remit à Enzo Ferrari en mémoire de Dino. Il le garda toute sa vie. Collins mourut en 1958 dans un accident au Nürburgring. À la fin des années 80, Ferrari avait remporté tous les honneurs possibles. Plus de victoires en Grand Prix que quiconque, plus de victoires au Mans que quiconque, plus de victoires à la Targa Florio que quiconque. Mais durant les 5 dernières années de la carrière d'Enzo Ferrari en Formule 1, l'écurie n'a pas gagné. L'autorité du commendateur a commencé à jouer contre lui. Les employés avaient parfois peur de lui fournir des informations exactes, les déformaient et les enjolivaient. Enzo était tout simplement incapable de prendre les bonnes décisions, n'ayant aucun contrôle sur la situation. Mais il est resté à la tête de l'équipe. Un jour, Ferruccio Lamborghini est venu chez Ferrari pour parler des défauts des voitures d'Enzo, mais la secrétaire l'a empêché d'entrer, prétextant que le commendateur n'avait pas le temps de discuter avec tous ceux qu'il rencontrait. Ce même Ferruccio Lamborghini qui a créé l'entreprise Lamborghini, des voitures que chacun de nous connaît. Après cela, Lamborghini décida de prendre le contre-pied de Ferrari et de concevoir une supercar plus performante et plus rapide. Il adopta le style d'Enzo Ferrari et s'assura le concours des meilleurs spécialistes de Ferrari, mais sans succès. Malgré les voitures ultra-rapides créées par l'équipe dirigée par Enzo Ferrari, celui-ci ne put échapper à la mort, et à l'âge de 90 ans, le 14 août 1988, elle emporta le grand commandeur Enzo Ferrari. Le jour de la mort d'Enzo, l'usine ne s'arrêta pas, mais continua de fonctionner, telle était la volonté d'Enzo. Quelques semaines après la mort de Ferrari, Gerhard Berger remporta le Grand Prix d'Italie à Monza au volant d'une Ferrari. L'histoire de Ferrari est pleine de mystères et de mythes, de haut et de bas, mais le fait que le nom de cette entreprise soit devenu l'emblème de l'Italie, et surtout de la ville de Maranello, est indéniable. Ferrari fait partie de la grande histoire de l'Italie, au même titre que la haute couture, les spaghettis et le carnaval.